Les rencontres de la Villa des créateurs en partenariat avec Émergence. Je m'intéresse à tout ce qui est en train de naître dans tous les domaines, d'où la thématique des émergences. Et puis il y a de ça, juste avant le confinement, en fait, j'ai initié en collaboration avec un lieu que Thierry connaît bien, dont il va parler aussi peut-être un petit peu, un lieu qui s'appelle la Villa des créateurs, une série de conférences qui s'est transformée en conférence sur Zoom. Donc aujourd'hui, c'est la 11e ou la 10e, je crois. Il y a eu tout un tas de sujets de traités. Et ce sujet me paraît aussi, vous êtes tous plus au fait de ça que moi, mais c'est un sujet qui est en train de monter en puissance à la faveur de la crise sanitaire. Et donc, pour en parler aujourd'hui plus particulièrement, on a la chance d'avoir Stéphane et Thierry. Bonjour à tout le monde, et en particulier à celles que je connais déjà. Ben voilà, donc je remercie justement Marc d'avoir organisé cette conférence en duo. On va, à mon avis, bien se compléter. Bon, ce que je vais essayer de poser, c'est un peu une approche grossièrement historique, mais juste pour rappeler quand même des fondamentaux qu'on n'a pas forcément en tête, même quand on est curieux, et qui déterminent aussi énormément de choses, et notamment la situation concernant l'alimentation dans laquelle on est, et qui font que nous sommes dans une illusion de sécurité alimentaire. Voilà, donc rapidement, donc en 20 minutes, donc je me présente Stéphane Linou, je suis conseiller en développement local, j'ai été conseiller général et conseiller municipal. J'ai monté les premières AMAP du département de l'Aude en 2004, lorsqu'il n'y en avait même pas 10 en France. Et je me suis réellement rendu compte que la question de la relocalisation et des circuits courts de proximité n'était à l'époque pas vue en termes d'enjeux économiques, c'est-à-dire de fixation de la richesse sur les territoires, qui n'était pas vue non plus forcément en termes d'écologie et pas forcément vu non plus en termes de lien social. Donc en fait, bon, j'étais pas tout seul, mais à militer pour justement ces circuits courts. On a vu que petit à petit cela s'est développé. Il y a eu de plus en plus d'AMAP qui ont donné naissance même à des commandes groupées un peu partout, la ruche qui dit oui, des magasins de producteurs, un peu plus de produits locaux dans les cantines, tout ça. Parce que petit à petit, il a été compris le lien justement entre les dépenses que l'on flèche sur un territoire, donc c'est meilleur pour, on va dire, l'économie locale, que c'est meilleur également pour les pratiques culturelles, parce qu'il y a quelque part un deal entre celui qui commande à l'avance une production et celui qui produit. C'est moi, en tant que consommateur, je m'engage auprès de toi, le producteur, de t'acheter ta production, à condition que celle-ci soit bio ou qu'elle le devienne. Voilà, donc en fait, il y a comme un deal comme ça. Et ensuite, au niveau du lien social, les gens se voient entre eux, entre producteurs, même des producteurs entre eux. Mais il y avait quelque chose qui me démangeait, c'était l'aspect sécurité. Et là, personne ne réagissait, parce que je me disais, bon, il y a 3 piliers, économie, écologie, lien social. Moi, j'ai envie de mettre un 4e pilier, qui est le pilier de la sécurité. Pourquoi la sécurité en mode préventif? Tout simplement parce que lorsque l'on flèche sa consommation, c'est la meilleure façon de maintenir en vie des infrastructures nourricières là où elles sont, c'est-à-dire en faisant travailler les producteurs. Tels des muscles que l'on n'entretient plus, depuis à peu près les années 60, nos paysans à qui on n'a plus acheté leur production, ou alors à qui on a acheté leur production en dessous des coûts de production, leur nombre a fondu. Donc en fait, ces consommateurs, sans forcément le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, en fait fabriquent de la sécurité. C'est-à-dire qu'avec leurs achats fléchés,
ils maintiennent au plus près d'eux des infrastructures nourricières, c'est-à-dire des paysans autour d'eux. C'est-à-dire qu'en cas de rupture d'approvisionnement, par exemple, eh bien, on est bien content d'avoir des producteurs autour. Donc en fait, ça, je le verbalisais, mais bon, je me disais, c'est déjà bien beau que tu aies réussi à monter des AMAP dans ce département et en plus dans le Lauragais, au pays de la pensée unique, blé dur, tournesol, où il y avait vraiment très très peu de maraîchers. Et je me disais, mais c'est vrai qu'on a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on a été chasseur-cueilleur. Ensuite, on s'est posé, on l'a fait pousser autour de nous, c'est-à-dire qu'on a inventé l'agriculture au néolithique, hein, moins de 10 000, 12 000. Et ensuite, pour sécuriser les graines, les récoltes et pour se protéger également, on s'est regroupé en communauté. C'est là qu'on a inventé les villages. Et c'est d'ailleurs là que l'espace s'est transformé en territoire. C'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc après avoir couru après la nourriture, après l'avoir faite pousser autour de nous, et après l'avoir sécurisée en collectif, maintenant, c'est la nourriture qui vient à nous, sans que l'on se demande les conditions, le comment et le jusqu'à quand. Donc en fait, lorsqu'on s'intéresse aussi un peu à l'histoire, on se rend compte que ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, par exemple les consuls au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité, donc, extérieure, fallait ériger et entretenir les remparts. Ensuite, la sécurité sanitaire, fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assistance collectif, tout ça. La sécurité intérieure, l'ordre public, fallait lutter contre les brigandages, tout ça. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police au niveau régulation. Et il y avait des stocks. Et en fait, c'était une question éminemment politique, collective, parce qu'en fait, si les populations n'avaient pas accès à cette nourriture, il y avait de suite des troubles à l'ordre public. Et donc, en fait, un historien des révoltes, un historien de l'époque moderne que j'avais fait intervenir, M. Larguier, historien de Narbonne, avait retrouvé dans les archives de la ville de Narbonne, qui est très bien fournie, un arrêté municipal, 1720 à peu près, qui stipulait que sur certaines parcelles, il était interdit de planter de la vigne. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée à peu près 10 ans avant. Donc en fait, il y avait une conscience et une responsabilisation collective qui se rajoutaient à une conscience et à une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Donc cette sécurité individuelle et cette sécurité collective n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins ça sauvait les meubles en cas de pépin. Donc arrive ensuite Napoléon à peu près, qui dit bon là, moi les maires, tout ça, ce sont des contre pour moi, voire je m'en méfie, c'est moi qui les nomme. Donc en fait, à partir de ce moment-là, du moins en France, il y a eu pas un divorce, mais petit à petit une séparation entre les habitants et leurs édiles concernant cette question-là. Tout passait dorénavant par la préfecture, par cet État jacobin qui a inventé et fabriqué la nation française. Donc en fait, entre 1800 à peu près et 1981, un élu, un maire, pour aller pisser, il fallait qu'il demande la permission au préfet. C'était ça, c'est la tutelle. Et en fait, à partir de 1800 à peu près, c'est aussi ce qui a correspondu au développement et à l'exploitation des énergies faciles, des énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole, qui ont fait que le transport ne coûtait plus rien. Et c'est là que la théorie des avantages comparatifs a pu grandement s'exprimer. C'est-à-dire la théorie des avantages comparatifs, c'est bon, moi sur mon territoire, voyons ce sur quoi je suis le meilleur pour produire. Bon allez, je vais me concentrer sur ça, je vais faire que ça et je vais exporter tout ça ailleurs. Et les productions que je vais abandonner,
ben, de toute façon, ça viendra bien toujours de quelque part avec les transports. Et c'est à partir de ce moment-là que nos territoires qui jusque-là étaient les lieux d'où l'on retirait notre subsistance, eh bien en fait, on les a quelque part oubliés, ou alors on s'en est servi que comme support pour produire qu'une ou deux productions, et le foncier nourricier, qui était stratégique à l'époque, est devenu petit à petit la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. On a complètement inversé le regard. Pour arriver maintenant à des aires urbaines, en France par exemple, qui n'ont une autonomie alimentaire que de 2%. C'est-à-dire là, c'est le cabinet Utopie qui avait produit ces chiffres et qui avait montré que seulement 2% de la consommation de chaque territoire proviennent d'une production locale. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le même temps, 97% de la production de ces mêmes territoires est envoyée ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des camions dans les deux sens, pour importer, pour exporter. Donc en fait, double vulnérabilité. Donc en fait, ce qui a quelque part rendu plus efficace et robuste, quelque part, fait efficace les territoires, c'est-à-dire l'énergie magique, qui a fait qu'on a fabriqué des perfusions pour nourrir nos territoires qu'on a transformés en EHPAD à ciel ouvert. Nos territoires, on les a transformés en EHPAD à ciel ouvert, c'est-à-dire autonomes sur rien. Et donc, en fait, on est devenu puissant, mais dans le même temps, on est devenu extrêmement fragile. Donc, en fait, justement, ce qui a permis la puissance de chaque territoire et la prospérité de chaque territoire, eh bien, en fait, c'est sûrement un des plus gros talons d'Achille, c'est-à-dire les transports. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un problème sur justement ces perfusions-là? C'est-à-dire une cyberattaque sur la chaîne logistique, sur la supply chain, une pandémie grippale sur justement concernant les transports. Donc en 2008, j'avais fait une expérience de locavore. J'avais fait le pari pendant un an de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Et en fait, c'était pour alerter, pour mesurer sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Donc, je m'étais mis en scène et j'avais imaginé qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, il y avait une pandémie grippale de niveau 6. Je m'étais basé sur les 6 stades de l'OMS, où les gens sont confinés et où les transports ont même l'interdiction de fonctionner. Combien de temps on tiendrait avec, le peu que l'on produit en tant qu'individu, le peu que l'on stocke en tant qu'individu, le peu que l'on transforme en tant qu'individu, le fait que l'on achète, que l'on se fournisse pour 80% de notre alimentation dans les grandes surfaces qui n'ont que 2 ou 3 jours de stock devant elles, 2 ou 3 jours de stock sans panique, qu'il n'y a quasiment plus d'infrastructures nourricières autour de nous, c'est-à-dire nos paysans nourriciers, qu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique des collectivités locales et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Donc 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. En termes de résilience alimentaire, il n'y a rien. Et nos populations, nous ne sommes pas préparés. C'est-à-dire que l'on croit, nous sommes dans une ébriété énergétique telle qui fait qu'on croit que se nourrir est une affaire réglée. Donc du coup, on se focalise sur les autres choses. C'est-à-dire le dernier pare-feu, la dernière PS4, l'estime de soi et toutes ces choses-là. En fait, la pyramide de Maslow, on pense que c'est acquis, du moins dans les premiers étages. Et donc, en fait, on continue à importer d'ailleurs et à se focaliser, excusez-moi, c'est mes neveux, à se focaliser sur cela, quoi. Donc, en fait, cette expérience-là, qui avait été extrêmement médiatisée, le mot locavore est rentré dans le dictionnaire pendant mon expérience. Et j'avais énormément approché ensuite, lorsque j'ai été élu conseiller général, le monde des risques, le monde de la sécurité, le monde de la production agricole, tout ça.
Et je me suis dit, ça serait bien dans le cadre d'une reprise d'études. Donc, j'ai réalisé un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires récemment. Et j'en ai fait mon sujet de mémoire, de master spécialisé. Et en fait, je suis allé prendre la température de ce sujet, donc en fait, le plus vieux sujet du monde, le lien entre alimentation et sécurité. C'est-à-dire, est-ce que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec des populations non préparées et avec des vulnérabilités par rapport aux flux, c'est-à-dire les transports par exemple, sans même parler du dérèglement climatique, de la dégradation de la biodiversité et tout ça, sans même parler de ça, est-ce que tout cela c'est vu comme un risque? Si oui, qui s'en occupe? Si oui, est-ce qu'il y a des plans? Si oui, quand ça a été répété? Voilà. Donc en fait, j'ai posé cette question dans des mondes qui quelque part ne se parlent peu. C'est le monde des risques et de la sécurité dans les ministères intérieurs, armée, sécurité civile, spécialistes des risques et le monde de la production, des syndicats agricoles nationaux, des paysans, des cuisiniers et tout ça. Et en fait, je me suis fait encadrer, j'ai souhaité être encadré par un militaire et un géographe, donc un ancien colonel de l'armée, un géographe, un directeur de l'aménagement du territoire d'une communauté d'agglos. Et cela a intéressé la division du renseignement de la gendarmerie nationale et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Et donc, en fait, j'ai pu avoir des portes grandes ouvertes qui m'ont permis, en plus des contacts que j'avais déjà, d'avoir davantage de réponses par rapport à mon questionnaire que j'avais envoyé et que je suis allé porter dans ces mondes-là. Et donc, j'ai eu plus de 50% de retour. Alors, lorsqu'on a 6% de retour, lorsqu'on fait des enquêtes, on est content. Là, j'en avais plus de 50%. Et en fait, étant sapeur-pompier volontaire et connaissant très bien la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, je savais qu'il y avait des trous dans la raquette. Et moi, en 19 ans de pompier, jamais on a fait une manœuvre sur un plan comme ça. Et je savais très bien que cette question n'était même pas pensée. Donc, en fait, je suis allé chercher les preuves à la question donc je connaissais déjà la réponse. Mais en fait, je voulais, avec une méthode indiscutable et encadrée, arriver avec les réponses. C'est en fait comme c'est l'inverse de Colombo. Colombo, il connaît le coupable au début et lui, il joue le filou pour avoir les preuves. Moi, c'était un peu ça, mais je n'ai pas fait le filou. Voilà, donc j'ai eu une démarche universitaire et scientifique. Et en fait, je suis passé par le continuum sécurité-défense. C'est en démontrant que le monde de la sécurité locale, nationale, sécurité civile et sécurité nationale, en fait, tout ça c'est lié et que l'un supplée l'autre en cas de pépin. C'est-à-dire qu'avec des forces de sécurité intérieure débordées et avec ces risques-là non pris en compte dans divers dispositifs de sécurité civile et de la loi de programmation militaire, de la loi foncière, de la loi agriculture-alimentation, des diverses lois d'aménagement du territoire, des divers plans communaux de sauvegarde et tout ça, en fait, j'ai démontré qu'il y avait un trou dans la raquette et un impensé et qu'il n'y a pas d'aménagement alimentaire des territoires et que les populations et les collectivités locales ne sont absolument pas préparées à la réalisation d'un risque systémique. Donc en fait, j'ai démontré que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec des populations non préparées, c'est une question d'ordre public, de sécurité intérieure et de sécurité nationale, donc du régalien. Alors, ça a intéressé une sénatrice à la sortie de mon livre, donc qui contient une grosse partie de verbatim. Donc, il y a énormément de personnes, enfin toutes, ont accepté de figurer dans mon livre avec ce qu'elles ont dit, avec leurs fonctions actuelles. D'ailleurs, un colonel pompier encore en fonction, des militaires, tout ça, qui ont déclaré qu'en fait, oui, effectivement, ce sujet est un impensé, n'est pas traité et qu'il y a des risques. Donc, en fait, ça a intéressé une sénatrice, la sénatrice Françoise Laborde, sénatrice de la Haute-Garonne, pour
présenté ce sujet au Sénat. Donc, elle en a fait un projet de résolution qu'elle a défendu au mois de décembre dernier. Mais avant cela, au mois de fin mai 2019, elle avait posé toujours sur ce sujet une question d'actualité au ministre de l'Intérieur. Et elle avait amené ces éléments-là et elle lui a posé la question, est-ce qu'il y a des plans? Est-ce que le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale pense ces sujets-là? Si oui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Tout ça. Et donc, il a répondu en direct. Il a dit, bon, ben, ce sujet, bon, il y a une probabilité faible, mais le risque est majeur. Le risque est majeur. Et vous inquiétez pas, nous avons des plans. Ce sont les plans hors sec. Et c'est ce type de plan qui sera mis en œuvre s'il y a ce problème que vous citez. Donc moi, en étant pompier et étant dans le monde des risques, je me dis, dès qu'il y a un risque majeur, dès que c'est cité comme un risque majeur, ça veut dire que toute la chaîne entre le ministère, les lois et les applications, et notamment le plan communal de sauvegarde et le DICRIM, ben normalement, c'est mécanique, il n'y a pas besoin de tout lister. Mécaniquement, normalement, on doit mettre à jour toutes ces lois et considérer le risque d'approvisionnement, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire comme étant un risque majeur et dans toutes ses déclinaisons. Donc, il y a eu ça déjà au mois de mai l'année dernière et au mois de décembre dernier. Il n'a manqué que 16 voix pour que le projet de résolution soit adopté par le Sénat. On a réussi quand même à faire bouger des lignes. Il n'y a que 16 voix. Ce n'était pas 2 voix contre 18. C'était 141 contre 157. Et à cette occasion-là, le groupe majoritaire, enfin le groupe, la voix du gouvernement, le groupe En Marche, qui est très minoritaire au Sénat, mais qui quand même porte la voix du gouvernement, a reconnu que ce sujet, effectivement, la résilience alimentaire des territoires, devrait être regardé avec les lunettes de la sécurité nationale. Parce qu'on a déjà eu des expériences, et notamment, et je l'ai mis dans mon bouquin aussi, lorsqu'il y a eu un blocage de gilets jaunes à la Réunion au mois de novembre dernier, il a fallu que le port soit bloqué pour qu'il y ait des émeutes de suite. Rien n'était prévu dans les documents, dans les plans communaux de sauvegarde, ni rien. Donc, les populations étaient livrées à leur insouciance, mais comme partout ailleurs, livrées à leur ébriété énergétique, comme tout le monde. Mais là, il y avait un point névralgique, c'est-à-dire l'arrivée de la perfusion, c'est-à-dire le port, et avec un territoire qui ne produit pas ce qu'il consomme, avec des gens qui ne stockaient pas et qui sont devenus, comme partout ailleurs, je dis comme partout ailleurs, intolérantes à la frustration. Donc en fait, le plus ancien couple de risques qu'il y avait dans nos villes au Moyen-Âge, c'est-à-dire le couple de risques approvisionnement alimentaire et ordre public, est apparu de suite. Donc en fait, c'est là où le gouvernement a envoyé des forces de sécurité pour essayer de calmer tout ça. Ça n'a pas suffi. Donc c'est le lieu où le gouvernement a le plus rapidement baissé la culotte et a dit ok, promis craché juré, pendant 3 ans, je n'augmente plus de taxes. Voilà. Donc ventre affamé n'a point d'oreille. Donc en fait, les ingrédients sont là. Donc avec mon étude, la démonstration a été faite. Maintenant, la balle est dans le camp, pas que des autorités, mais dans le camp des entreprises, des consommateurs, des citoyens. Et depuis la sortie de ce livre enquête, qui a reçu le prix, donc j'ai été lauréat du Forum national des risques au mois de décembre dernier. Et donc le monde des risques a reconnu l'analyse. Et entre-temps, il y a des communes qui se sont emparées, j'y avais peut-être sûrement déjà réfléchi, mais enfin, il y a des choses qui sont écrites et avec des témoignages. Et notamment la commune de Dompierre-sur-Yon, qui, au mois de novembre dernier, a écrit l'appel d'offres qui est en train de servir pour rédiger, pour retenir un bureau d'études, pour rédiger le plan communal de sauvegarde. Et eux, ils ont rajouté à côté du risque submersion, du risque inondation ou autre, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. C'est pas mal. Donc en fait, ça leur donne
tout un cadre local, une légitimité pour, préparer davantage les populations, mettre en culture des terrains, et notamment, ils anticipent l'effet ciseau alimentaire de l'automne qui arrive, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de gens qui n'auront pas de quoi se nourrir parce qu'il y aura augmentation du prix de l'alimentation, baisse des revenus avec le chômage de masse et le maintien des charges fixes. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet ciseau. Donc, en fait, plus il y aura de la production alimentaire locale, mieux ça sera. Et là, ils se sont articulés avec la banque alimentaire locale. Donc, en fait, passer ce que je propose depuis 20 ans par le prisme des risques et de la sécurité, c'est, à mon avis, la meilleure façon pour, faire comprendre que c'est le plus vieux sujet du monde, qu'on aura toujours besoin de se nourrir et que de maintenir et de protéger nos ressources. C'est-à-dire, quand je parle de ressources, c'est le foncier nourricier, la biodiversité, mais également les savoirs, les outils de transformation, l'accès à l'eau, tout cet écosystème qui jusque-là était stratégique, c'est de passer par les risques. C'est la meilleure façon pour augmenter la résilience globale de nos territoires, parce que là, on va prendre cher. Et l'alimentation, c'est le cheval de Troie idéal pour parler et faire comprendre tous les autres sujets. C'est le cheval de Troie idéal. C'est-à-dire, il n'y a pas de sécurité de droite, il n'y a pas de sécurité de gauche, et il n'y a pas de ventre de droite, et il n'y a pas de ventre de gauche. Donc, en fait, là, je vois que mon discours… Et alors, c'est marrant parce qu'on me demande, mais comment ça vous est venu? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez pris un coup de foudre le jour et vous avez illuminé… Non, j'ai rien inventé. J'ai tout simplement dépoussiéré le plus vieux sujet du monde. La question, c'est comment ça se fait que tout le monde l'a oublié, quoi. C'est ça le problème. Donc, en fait, ce que j'observe, bon, avec satisfaction, mais ça ne va pas assez vite à mon goût, c'est que de plus en plus d'élus se posent un peu la question. Donc, ils n'ont pas forcément saisi l'ampleur de la situation et du désastre dans lequel est la force du coup qui est déjà parti. Mais il y a quand même certaines volontés pour au moins se mettre autour de la table, appeler un chat et de se mettre en ordre de bataille pour commencer par l'alimentation. Donc ça, c'est pas mal. Il y a énormément de collectivités locales qui me contactent, d'élus, de particuliers, de militaires, de responsables de la sécurité civile, tout ça. Voilà, c'est un sujet qui, à mon avis, est assez transversal du moment qu'on commence par la sécurité, parce que l'amour des petits oiseaux, ça ne marche pas. Ça fait 40 ans qu'on le dit, ça ne marche pas. La question de la santé, tout le monde s'en fout si on n'a pas la sanction de suite. Donc, ça ne marche pas. Alors que lorsque l'on parle à la partie reptilienne de notre cerveau, là, du coup, il y a les oreilles qui se dressent. Donc, Alors, voilà. Stéphane, merci, c'était super dense et super riche. Alors, avant de prendre des questions, je vais essayer de faire le lien avec Thierry, parce que là, tu as évoqué juste à la fin qu'il y avait des communes ou des petites villes qui étaient pionnières. Mais j'imagine que dans ces villes que tu as dû contacter ou référencer, en fait, il n'y a pas de grande métropole qui aujourd'hui s'est vraiment attaquée au sujet. Et justement, comme c'est le sujet de Thierry, peut-être ça sera intéressant après tous ensemble de regarder autant les petites villes ont probablement commencé pour certaines à réagir et à rentrer dans des plans de résilience, on va dire, autant pour des mégapoles qui dépendent de la logistique énormément, pour elles, c'est juste pas possible, quoi. Donc peut-être que Thierry, tu peux nous éclairer sur… et d'ailleurs, ça correspond bien aussi à ton livre, qui est un manuel pour se débrouiller en cas de rupture de… Voilà. Voilà, peut-être, donc bonsoir à tout le monde. Juste peut-être un mot d'introduction sur mon parcours qui justifie en fait le résultat de ce petit livre. C'est un cheminement aussi personnel. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'environnement à différents postes, responsable environnement de la Chambre de commerce de Paris. J'ai travaillé dans les 4 ans à la Fédération des parcs naturels régionaux pour coordonner un programme européen et 10 ans à la région où j'ai monté des projets innovants. Et la première fois que j'ai évoqué ce sujet, notamment les AMAP,
C'était au cours d'une conférence que j'avais organisée à la Chambre de commerce de Paris en 2005, où j'avais fait intervenir, à l'époque, c'était une experte qui n'était pas très connue, elle travaillait pour le WWF, c'était Tan Nguyen, qui présentait les innovations dans certains pays, et notamment, elle avait présenté les premières initiatives d'AMAP, et il y avait 250 personnes qui écoutaient. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne percutait pas dans l'univers mental de ceux qui écoutaient. Pourquoi? Et Stéphane a tout à fait raison. J'ai passé, moi, 10 ans à cheminer pour essayer de faire comprendre comment sensibiliser les interlocuteurs sur la nécessité de traiter certains sujets. Et que ce n'était pas juste un sujet conceptuel, théorique, sympathique, hein, mais un sujet d'importance vitale. Et c'est surtout en 2012, j'ai eu la chance de piloter une étude pour le compte de la région, une étude qui n'est pas sortie d'ailleurs, pour des raisons je pense, de maturité politique. Mais par contre, j'ai eu le loisir de réfléchir sur les 6 leviers de transition en Île-de-France. Donc, comment réduire, donc 6 leviers de transition pour réduire la dépendance de la région Île-de-France sur des services essentiels, comme la production d'énergie, sur l'eau, sur la mobilité, sur l'alimentaire, sur les matériaux de construction, j'en oublie un, et la logistique urbaine. Et donc, pendant un an, avec un cabinet d'études, j'ai réfléchi à ces 6 leviers avec des scénarios court, moyen et long terme. Et parmi ces 6 leviers, il y en a un qui a retenu toute mon attention, et c'est là où, passionné d'histoire, j'entends tout à fait ce que dit Stéphane. J'ai dépoussiéré même chez moi le sujet de l'alimentation, les révolutions et les disettes alimentaires, comment les deux se combinaient. Et donc, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé sur le scénario alors je parle de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, de résilience alimentaire. On voit que les mots aussi diffèrent en fonction des interlocuteurs. Et je pense que, et vraiment Stéphane, le livre son livre, quand je l'ai lu, ça m'est apparu évident que l'angle sécuritaire était le bon moyen de faire comprendre ce sujet, parce que le trouble à l'ordre public et donc la nécessaire sécurité des citoyens, c'est un sujet qui pouvait plus facilement percoler dans l'univers mental des gens que des sujets de protection de l'environnement, de sensibilisation à la biodiversité qui ne marchaient pas. Et donc, en fait, ce rapport n'étant pas sorti, je l'ai gardé quand même sous le coude, et quand j'ai quitté la région, et dans la perspective des élections municipales, je me suis dit, mais comment contribuer à la réflexion actuelle et de verser ça comme un lanceur d'alerte, comme Stéphane Linou ou d'autres peuvent l'être sur ces sujets-là. Et donc, j'ai repris des éléments que j'avais compilés à l'époque, complétés par certaines lectures, dont le livre de Stéphane Linou, et la proximité que j'ai avec Alexandre Boisson et SOS Maire. Voilà, et aussi ma proximité avec des nombreux maires que j'ai pu accompagner en 10 ans à la région sur le montage de projets, que ce soit centrale solaire, usine de méthanisation. J'ai lancé la première filière chanvre en Île-de-France. Donc maintenant, il y a 1500 hectares de chanvre produits avec une usine de défibrage. Donc ça a été mon contact aussi avec le monde agricole. Et j'ai commis ce petit ouvrage qui a très peu de prétention. Ce n'est pas un travail académique, ce n'est pas un travail exhaustif. Je l'ai volontairement fait court pour rendre accessible des données de base, parce qu'en fait, il n'y a pas de changement, c'est comme chez un médecin, s'il n'y a pas un diagnostic partagé de la situation. Et le diagnostic partagé, pour moi, c'était de montrer, de rendre visible une réalité que les gens ne perçoivent pas parce qu'ils sont coupés en fait, du monde de la production agricole. Et l'exemple de la métropole parisienne, elle est pour moi emblématique, mais ce n'est pas la seule, c'est une métropole parmi d'autres.
avec cette illusion que Stéphane a rappelé tout à l'heure, qui est pour moi évident pour travailler avec beaucoup de paysans, c'est qu'on vit depuis l'après-guerre dans une illusion d'abondance. Comme si le problème de l'alimentation était définitivement derrière nous. C'est-à-dire que voilà, c'est réglé. On a pu, comme la production d'énergie, c'est bon, on vit dans un monde d'abondance. Quoi qu'il arrive, on appuie sur un bouton, il y a l'électricité, on tend la main, il y a toujours de la nourriture. Et en fait, sur le scénario que j'avais envisagé en 2012, j'ai vu à quel point les chaînes de logistique alimentaire étaient mondialisées et que en fait, en ayant questionné Rungis, le monde agricole, j'ai vu que l'Île-de-France il y avait encore des terres agricoles, il y a à peu près 50% du territoire francilien qui reste encore des terres agricoles, mais c'est principalement des terres céréalières et des terres céréalières qui, pour partie, se tournent vers la ville, mais en grande partie se tournent vers ailleurs. Ça peut être la France ou autre. Et c'est là où je vais donner quelques chiffres qui montrent qu'en 30 ans, la métropolisation, l'urbanisation a changé la donne agricole. Je mets dans mon petit bouquin qui est accessible et que vous pouvez télécharger facilement, c'est que par exemple, entre 1968 et 1975, il y a eu 6500 hectares de terres qui ont été perdus tous les ans. Et à partir de 75-80, c'est à peu près 1500 hectares par an. Ça veut dire, et ça, c'est dans le domaine de la culture agricole classique. Dans la culture maraîchère, pareil, on est passé de 2800 hectares en 1970 à moins de 800 en 2010, et celle des légumes frais de plein champ de 3000 hectares en 1970 à 900 hectares en 2010. Et rien que l'élevage, la France, de 70 à 2010, a perdu 100 000 têtes de bovins et plus de 90% des exploitations de ce secteur. Il y a eu, voilà, sur les exploitations agricoles, pareil, il y a une division des 2/3, une augmentation des surfaces par agriculteur, mais c'est surtout donc de voir qu'il y a eu un rétrécissement et on le voit avec les cartes avec le temps, c'est comme un concert qui grignote les terres agricoles avec une ville, la métropole qui progressivement augmente ses besoins en termes de nourriture, mais se désolidarise, contrairement aux anciens, de la production maraîchère et agricole de proximité. Ce qui fait que l'essentiel du système agroalimentaire francilien, qui compte aujourd'hui 90 000 établissements et à peu près 500 000 emplois, il y a essentiellement ces établissements, à 80%, c'est les restaurants, les traiteurs, les pâtisseries, les boulangers, et très peu le monde agricole. Donc en fait, c'est une nourriture qui est servie, transformée pour les habitants, qui provient de moins en moins du secteur agricole de proximité. Donc voilà, la première partie de mon livre, c'est de dire voilà où on en est en termes de réalité tangible, hein, de la dépendance alimentaire d'une grande ville comme Paris, avec cette incapacité, peut-être moins avec un ouvrage comme celui de Stéphane Linou, mais pour en avoir parlé à certains députés, parce que j'ai distribué assez grandement ce petit livre, il y a ce réflexe mécanique, y compris les députés, et les maires évidemment, que s'il y avait vraiment un risque, il y a bien quelqu'un qui l'a traité ce risque. Parce que voilà, il y a l'État qui gère tout et qui normalement doit anticiper les risques. Il y a cette certitude que si vraiment ce risque est avéré, qu'il y a bien quelqu'un quelque part ou un service qui le gère. Et donc il y a ce délitement du lien de responsabilité et cette naïveté à croire que si c'était aussi important, c'est un sujet qui est vraiment traité
par quelques services qui soient au niveau de l'État. Et vraiment, la lecture du livre de Stéphane, j'en avais déjà l'intuition, et puis pour moi, c'est voilà, maintenant la réalité du risque, elle existe, et je vois que ce qui s'est passé récemment, et avec ces fiches d'autorisation de sortie qui montrent qu'il y a des services essentiels, et ben la nourriture en fait partie. Et d'un seul coup, les gens se sont rendus compte qu'effectivement, un acte aussi basique que se nourrir n'était pas forcément assuré. Et que d'un seul coup, la matérialité de la pénurie pouvait ressurgir avec des comportements presque reptiliens, grégaires, de je fais des stocks au cas où. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, et que voilà, moi je m'intéresse principalement à ce sujet en Île-de-France, avec moi, j'en suis que là, la sensibilisation des acteurs de toute la chaîne sur ce sujet-là, pour qu'ils prennent conscience que le risque n'est pas forcément traité, que c'est collectivement qu'on pourra trouver une réponse adéquate. Et voilà, je l'ai largement diffusé aussi dans le cadre des municipales de la ville de Paris, parce que des grandes villes, même si elles n'ont pas le foncier de disponible, elles ont une capacité d'action. Je prends que la ville de Paris, elle a en gestion ou en responsabilité 270 000 hectares de zones de captage d'eau. Donc c'est aussi des zones sur lesquelles la mairie de Paris a commencé à agir pour déjà protéger la ressource en eau, mais peut-être aussi de commencer à créer un lien de proximité entre la production agricole sur des zones de captage qui préservent les ressources en eau et qui pourraient aussi alimenter la métropole. Voilà pour ma courte présentation. Merci beaucoup Thierry. Alors peut-être on va faire un petit tour de piste pour savoir si vous avez des questions particulières. Moi j'en ai une première qui est de dire, est-ce que d'après vous, je m'adresse à Stéphane et à toi Thierry, est-ce que d'après vous l'épisode qu'on vient de vivre, la crise sanitaire qu'on vient de vivre, accélère la prise de conscience à la fois individuelle des populations? On a vu, tu as parlé du stockage des pâtes et du PQ, mais ça peut peut-être aller au-delà. Et puis, est-ce que aussi l'ouverture et les actions politiques peuvent être accélérées ou pas, quoi? Alors, on l'a vu un peu avec Stéphane au niveau des villes, mais est-ce qu'il y a un effet de bascule qui peut s'opérer et des actions à mener, peut-être des actions à mener, je ne sais pas. Enfin, voilà. Juste le cas parisien, il y a eu de la part de l'État une incitation suite à la fermeture des frontières à ce que les grands distributeurs achètent français prioritairement. Donc il y a eu une mobilisation de la chaîne logistique pour reterritorialiser le lien, en tout cas, entre ceux qui distribuaient les produits et ceux qui les produisaient. Ce qui est difficile, parce que c'est très complexe, est-ce que ces initiatives, le temps de crise, vont perdurer dans le temps? Et ça, je ne sais pas. Je suis incapable de le dire. Et peut-être que Stéphane est plus informé sur le sujet. Alors, je peux donner mes impressions au vu des contacts et de l'évolution, de l'évolution des contacts que j'ai eus pendant le Covid et depuis. Ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est qu'il y en a quand même certains et certaines qui s'y étaient intéressés avant le Covid. Il n'y a qu'à voir, j'avais jusqu'à la semaine avant le Covid, j'en étais à 3 conférences par semaine. 3. Donc pour parler de mon bouquin et d'échanger déjà avec des maires, des associations, des agriculteurs, tout ça. Donc déjà, il y avait quand même un début de quelque chose. Ensuite, pendant le Covid, là, ce sont on va dire, les médias nationaux et les institutions représentatives qui, elles, se sont manifestées.
du moins à travers leurs salariés chargés de mission un peu curieux qui traînent sur les réseaux. Et donc, du coup, j'ai vu qu'ils ont eu quelque part non seulement l'oreille, mais aussi l'autorisation de leur supérieur de creuser, quelque part, de mettre en valeur ces approches-là. Et c'est pour ça que là, je suis passé dans toute la presse nationale, d'accord, mais là où c'est également intéressant, c'est la presse agricole, on va dire, majoritaire, hein, notamment Agrapresse, ou même dans le document récent de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Il y a encore, on va dire, quelques 6 mois ou 1 an, il n'y aurait pas eu ce sujet abordé de manière aussi claire. Et là, on peut dire qu'il y a un effet Covid. Donc, ce que je connaissais un peu les réactions des uns par rapport au positionnement des autres, parce que c'est toujours comme ça, les collectivités locales peuvent être amenées à bouger si, dans ce sens-là, si elles sentent que les institutions agricoles sont prêtes à aller également dans ce sens. Et en ça, je crois qu'il y a eu un effet Covid. Donc, on n'est pas dans le monde de oui, ça serait bien que tout le monde, en même temps, se rende compte de toutes ces choses pour avancer ensemble et la main dans la main. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et si c'est par suivisme que certains s'y engagent, mais tant pis, faut y aller quand même, hein. Donc je pense que l'effet Covid a eu les qualités de... Mais bon, c'est pas terminé. A eu quelques qualités, on va dire, pédagogiques pour certaines personnes. Stéphane, et au moins, dans l'analyse de certains comportements et dans la révélation que si jamais les transports avaient un problème, on est passé à 2 droits de la correctionnelle, et bien là, du coup, on n'aurait pas su comment se débrouiller. Là, je pense qu'il y en a qui ont commencé à comprendre. tu parlais la dernière fois, quand on a préparé le webinaire, de la PAC et de l'Europe. Oui. Il y a peut-être un mot, tu pourrais dire un mot là-dessus? Oh ben oui. Là, pendant le confinement, j'ai organisé plusieurs débats maison sur la réforme de la PAC. Donc, c'était dans le cadre du débat public permis par le Code de l'environnement français qui oblige le gouvernement à organiser un débat public à travers la Commission nationale de débat public pour parler de la réforme de la PAC. Et c'est ouvert à tout le monde, donc personne ne le savait. Donc, bon, mais moi j'en ai fait 2 ou 3 là. Et en fait, tout le monde a pu s'exprimer, autant les consommateurs, des agriculteurs, des services de l'État, des élus ou autres. Et en fait, pour moi, l'enjeu, c'est que, étant donné que c'est une question de sécurité, l'alimentation territorialisée, et que ce sont les États qui déterminent la politique agricole commune. Ce sont les États. Et la sécurité intérieure, sécurité civile et sécurité nationale, c'est du régalien. Donc là aussi, ce sont les États. Donc puisque le ministre de l'Agriculture, au nom du gouvernement, le 12 décembre dernier au Sénat, a reconnu que ce même gouvernement partage les analyses et les propositions inscrites dans le projet de résolution Résilience alimentaire et sécurité nationale, puisque donc le gouvernement de ce pays, donc la France qui est le premier pays contributeur et bénéficiaire de la PAC, si ce sujet concerne ce pays-là, eh bien, normalement, ce sujet devrait être inscrit à l'ordre du jour de la révision de la politique agricole commune. Et donc, lorsqu'on voit qu'il y a 2 piliers, le pilier 1 et le pilier 2, on pourrait orienter certaines aides du pilier 1 vers des productions
augmentant par exemple la souveraineté protéique de nos territoires, par exemple, il n'y a pas ça. Mais le deuxième pilier qui concerne le développement rural et entre autres le financement d'ateliers de transformation territoriaux par territoire, des presses, des moulins, des abattoirs de proximité ou autres. Ça veut dire et que les régions sont les autorités de gestion de ces fonds européens. Ça veut dire qu'il y a toute une architecture qui pourrait être réorientée vers ce sujet. C'est-à-dire, on part du régalien de l'État qui peut inscrire ce sujet à l'agenda de la réforme de la PAC. Et la mise en œuvre pourrait être territorialisée à travers les régions, conseils généraux et les communautés de communes ou communautés d'agglo qui, elles, déclineraient cela. Et pourquoi pas autour de projets alimentaires et territoriaux rendus obligatoires. Rendus obligatoires là aussi par l'État. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des projets alimentaires et territoriaux qui existent en France. Il y en a très peu, il n'y en a même pas 150. Ils n'ont même pas les moyens de fonctionner, ils ne sont pas obligatoires et ils ne partent pas du début, c'est-à-dire de la sécurité et des risques. Pas du tout. C'est prévu pour fonctionner en régime de croisière. C'est oui, de la pédagogie, faire connaître, relier un peu plus producteurs et consommateurs, tout ça. Mais il n'y a pas le dur, il n'y a pas la base du sujet. La sécurité en mode préventif n'y est absolument pas. Donc l'État pourrait rendre obligatoire cela, que ça soit obligatoire, voilà, que ces PAT soient obligatoires et la mise en œuvre pourrait être confiée aux collectivités locales. Donc le fait que l'alimentation et la sécurité nationale soient, on va dire, éclairées sous l'angle des risques et le fait qu'on est à l'abri de rien, normalement, ça devrait être relié au secteur d'activité d'importance vitale de la loi de programmation militaire, à la loi sur le foncier, qui est une arlésienne mais qui mériterait d'être remise, c'est-à-dire sanctuariser les terres nourricières. Si le foncier, les producteurs, les semences, les ateliers de transformation, tout ça sont liés à l'alimentation qui est elle-même liée à la sécurité, et bien normalement tout cela, ça devrait être relié et protégé dans le cadre de la sécurité nationale et de la sécurité intérieure et de la sécurité civile, donc à tous les niveaux. Donc en fait, c'est passer par le régalien, c'est idéal pour réorienter la politique européenne et pour aussi réorienter et donner des coups des franches en mode girondin aux collectivités locales. Stéphane, moi j'ai une petite question du coup. Quel est finalement aujourd'hui le dispositif légal? Quelles sont les lois qui existent ou qui n'existent pas en matière de sécurité alimentaire et notamment qui contraignent les élus locaux, le préfet, etc. J'ai tendance à conclure qu'il n'existe pas grand-chose à t'entendre, mais aujourd'hui, finalement, concrètement, un préfet ou un maire ou un président de région, dans quels sont les repères, quelles sont les contraintes juridiques qui s'imposent à lui pour organiser la résilience alimentaire? Est-ce que c'est un vide absolu? Est-ce que finalement, il n'y a rien d'autre que les dispositifs sur la gestion des grands risques? Ou est-ce qu'il y a quand même des embryons de textes qui existent ici ou là? Sur la contrainte, il n'y a rien. Okay. Je dis bien sous la contrainte. Ça ne veut pas dire que des dispositifs n'existent pas. Il y a des dispositifs, mais qui ne sont pas activés. Comme les plans communaux de sauvegarde, c'est peanuts. Ça existe. Ouais. Rien n'empêche les communes d'enrichir les plans communaux de sauvegarde avec des risques qu'elles ont elles-mêmes identifiés, de s'organiser. Mais c'est pas encore dans les têtes. Par exemple, les régions, alors on peut parler de ce qu'il y a de plus rigolo. Les régions en France, ce sont des nains politiques. Elles n'ont pas les moyens de fonctionner. C'est des impôts ridicules, elles ont des budgets ridicules
et elles n'ont pas de compétences vraiment régaliennes. Alors, à travers la formation professionnelle, oui, pour former massivement des millions de paysans qu'il faudrait déjà pour remplacer ceux qui vont partir à la retraite, et pour former de nouveaux paysans nécessaires pour remplacer les machines qui vont être de plus en plus difficiles à faire fonctionner. Et si on veut une économie bas carbone et du bio, il va falloir plus de bras dans les champs. Donc ça passe par également donc, la compétence formation professionnelle des régions. Oui, les régions peuvent, mais à condition qu'elles aient réalisé le sujet. Pourtant, elles pourraient, là, hein, en tant qu'autorité de gestion des fonds européens. Hein. Putain, moi, je serais président de région, au moins j'aborderai le sujet dans le cadre de la conférence des régions. En tant qu'autorité de gestion, ça donne quand même un droit de regard sur un peu les axes. Ben non. Oui, ça veut dire qu'un président de région ou un élu local, finalement, n'est pas incité ou contraint, d'une façon ou d'une autre, à se préoccuper du sujet de la résilience alimentaire aujourd'hui. Ben non. Il peut tout à fait éluder Non, mais en le plus, sujet, il croit que, mais en plus, il croit que papa est à un plan. On a tellement été infantilisés et émasculés lors de la fabrication de la France, les territoires, qu'en fait, c'est l'État qui a fabriqué la nation. Hein. C'est le contraire en Allemagne. Ce sont voilà, parce qu'ils étaient déjà, eux, ils avaient un sentiment national avant d'être un État. Nous, c'est le contraire. C'est les Français, c'est-à-dire autour de Paris, petit à petit au fil des siècles, qui ont inventé et fabriqué la nation française. Donc, en fait, les capacités d'organisation des territoires ont été enlevées parce qu'il fallait, pour l'État jacobin, enlever les pouvoirs au territoire. Et en échange, il y a eu, bon, allez, en échange, j'organise un État-providence et tout ça. Ça a été le deal. Donc, du coup, pendant des siècles et encore maintenant, dès qu'on a un truc, on va demander l'aumône. On va demander l'aumône et on se retourne toujours vers l'État. Donc, et son représentant, le préfet. Donc, en fait, et on l'a vu hein, au niveau du Covid, l'État jacobin a été mis à nu. C'est-à-dire que ce sont les territoires qui ont rogé leurs freins pour justement, ils avaient quelques petites solutions locales à mettre en œuvre, mais ils ont été soit par l'embolie administrative qui existe, soit par des interdictions formelles pour s'organiser localement. Donc, pour moi, la résilience alimentaire et la résilience en général, elle est girondine. L'État, à mon avis, doit garder évidemment ses pouvoirs pour, au niveau de la défense et sécurité extérieure, les grandes infrastructures, l'entretien du nucléaire pour pas que ça nous pète à la gueule. Donc tout ça, faut que ça soit pensé et organisé au niveau national. Mais la résilience alimentaire, la préparation des populations, la préservation de certaines ressources ou autres, c'est au niveau girondin que ça doit se jouer. Donc, le courrier que j'avais envoyé là, début janvier à tous les candidats, enfin, mis à disposition de tous les candidats de France, pour justement rappeler ce qui s'était dit au Sénat, comme quoi le gouvernement avait reconnu que c'était un sujet à creuser. C'était demander au préfet pour après les élections ou à la préfète quel plan il ou elle comptait mettre en place au niveau départemental et demandant que l'État devienne un État stratège, d'accord, donc déjà au niveau européen aussi, mais localement facilitateur. C'est ça, c'est à mon avis une hybridation qu'il est urgemment nécessaire de mettre en place. Il y a des projets de loi qui sont en cours de préparation sur ce sujet, à ta connaissance ou pas? J'espère. Je sais que ça interroge énormément de députés et de sénateurs avec qui je suis en lien. Je ne sais pas quelle va être l'articulation entre la loi de modernisation de la sécurité civile, que je propose du moins sous cet angle-là, de toiletter et d'adapter à ce sujet-là,
la loi de programmation militaire, les décrets Montebourg à enrichir, la loi sur le foncier, enfin, il y a tout ça, quoi. Ouais. Les différentes lois sur l'urbanisme. À mon avis, il faudrait inventer un grand chapeau et adapter et à décliner les lois existantes par rapport à ça. Et avec justement ce qui sort de la consultation sur le climat. À mon avis, il y a un alignement des planètes. Tous les ingrédients sont là et il faut que chacun, que l'on soit citoyen, consommateur, salarié, contribuable. Alors des fois, il y a 4 cerveaux dans la même personne. Et ce n'est pas tout le temps que les 4 cerveaux sont d'accord ensemble. Le consommateur, il a un sacré pouvoir tant qu'il y a de l'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un produit qui vient de loin, eh bien, en fait, on fabrique de l'insécurité localement. On détruit les infrastructures, qu'elles soient nourricières, artisanales ou autres, qu'on a autour de chez soi. Donc, en fait, on se retrouve avec des déserts productifs et donc des déserts de sécurité autour de nous. Alors que si on flèche notre consommation, étant donné que c'est grandement notre consommation qui a détricoté nos infrastructures nourricières, eh bien, en la fléchant intelligemment, en rendant nos dépenses structurantes, c'est-à-dire avec des monnaies locales, en achetant local, en incitant nos élus à rédiger des cahiers des charges pour les appels d'offres, pour les cantines, pour mettre davantage de local, tout est possible. Hein. Et là, du coup, on retricote des infrastructures autour de nous. Donc, en fait, l'économie, qui n'est que sous-produit de l'écologie, mais ça, tout le monde ne l'a pas encore compris, c'est une question de sécurité. Pour moi, l'écologie, c'est de la sécurité. Justement, pour pas qu'on arrive à se battre. C'est de la sécurité en mode préventif. Dans nos pays qui avons le ventre plein, on passe à la sécurité en mode fait toujours sur l'insécurité résiduelle, c'est-à-dire la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire les caméras de surveillance, tout ça. Ça, c'est des préoccupations de riches. Tout simplement parce que la partie qui est dans l'eau, sous l'eau, qu'on ne voit pas, elle est réglée. C'est justement parce qu'on a le ventre plein qu'on ne va pas taper sur les autres pour avoir de la faim. Et là, c'est de la vraie sécurité. Alors que là, on se focalise on se chamaille sur Epsilon. Alors, il y a Sonia justement qui a une question que tu as écrite sur le chat. Tu veux la lire ou tu veux la poser? Oui, absolument. Merci évidemment pour tous ces échanges très riches. Merci Stéphane. Tu as à plusieurs reprises évoqué la notion de la formation. Du coup, je me demandais si selon toi, il y avait du coup un vrai enjeu là-dessus, et si oui, quel public à viser et quels seraient les dispositifs selon toi les plus efficaces pour aller le plus vite possible pour répandre cette bonne parole, que ce soit formation vis-à-vis des régions, des élus, des agents, les citoyens, les entreprises, le monde de l'assurance, les MGN et autres mutuelles. Enfin, voilà, là, je ratisse un peu large, hein, mais savoir qui, en dehors du monde politique, peut être incité à passer à l'action. Ben, tu as répondu à la réponse, tu as répondu à la question. Ben, tout le monde, je veux dire, c'est un sujet systémique et nous sommes tous dans une ébriété énergétique qui nous empêche de voir ça, de voir la situation et qui nous empêche de voir aussi l'origine de cette situation, enfin, les origines de cette situation, et qui nous empêche aussi de voir les falaises dans lesquelles on court. C'est ça le truc. Donc il y a déjà de la formation pour sortir du déni, et j'ai envie, en faisant un petit jeu de mots qui vaut ce qui vaut, pour dédaigniser sur la question. C'est-à-dire que là, on est peut-être les moins bien placés dans nos mondes dits développés, donc les plus gloutons, pour croire que nous sommes mortels, 2, que notre puissance vient aussi d'une énergie que nous n'avons pas,
des énergies faciles que nous n'avons même plus sur notre sol, et que notre pays, depuis très longtemps, a un billet de seconde et voyage en première. Plus notre habitude de nous croire plus forts que les autres, en plus le fait de s'auto-convaincre que nous sommes le pays de la gastronomie, et donc du coup, c'est même pas un sujet ce qu'on dit là maintenant. Enfin, voilà, il y a énormément de filtres culturels typiquement français, mais après il y a des filtres de pays dits développés, intoxiqués au pétrole, à l'énergie dense à bon marché, aux 300 et quelques esclaves énergétiques que nous avons avec le pétrole, sans qu'on s'en rende compte, comme le dit Jean Covici. Donc en fait, déjà, pour expliquer ce sur quoi est basée notre prospérité, et de bien expliquer qu'en fait, la prospérité est une anomalie historique. C'est une parenthèse dans l'histoire de Sapiens, hein, d'avoir autant de biens qu'on gaspille et qu'on soit aussi nombreux, et qu'on prélève autant sur notre milieu. Donc déjà, expliquer ça, ben bonjour. Alors, expliquer les risques, ça c'est encore un deuxième truc, hein. Donc, pour moi, la pédagogie, bon, je l'ai dit, je me répète, mais la pédagogie du développement durable, hein, qui nous a fait perdre 40 ans, hein, parce qu'on a entretenu un système qu'on savait déjà depuis 72 non durable. Et voilà. Déjà, ça nous a fait perdre 40 ans. Donc, si c'est pour passer à une autre phase tout aussi guimauve et toxique par rapport à la perpétuation d'un système dans lequel nous sommes également responsables, ben, ce n'est pas la peine. Donc en fait, moi, je crois plus aux adaptations, c'est-à-dire s'adapter et sauver ce à quoi on tient le plus. Déjà, le fait que Paris, ça sera Carcassonne dans 20 ans, déjà ça, c'est pas tout le monde qui le croit. Je discutais encore il y a 2 jours avec des agriculteurs, ils n'y croyaient pas trop, hein. Je leur dis, mais regardez, chez le Père Noël, il fait déjà 38. Ah ouais, mais c'est vrai que là, les semences qu'on achète, là, elles donnent plus trop. Mais tu te souviens, il y a 30 ans, là, les semences qu'on achetait, là, elles donnaient tout ça. Ben ouais. Et au fur et à mesure, bon, ils se rendent compte, mais ils sont également pris dans des logiques de structure et de filière aussi qui les tiennent. Mais bon, le déni, c'est abominable, hein. Donc, il faudrait, oui, donc former, mais surtout déformer. Et du coup, quels Avant pourraient de être former, c'est déformer, quoi. Et pour le coup, quel profil pourrait être des alliés pour accompagner ce changement de pensée selon toi? Il y en a plein qui existent et qui se crèvent depuis des décennies. Mais suivant les milieux que l'on veut former, il faut déjà en avoir les codes. Sinon, ça ne marche pas. Déjà, amener des mauvaises nouvelles, si en plus on n'a pas les codes du coin ou du milieu que l'on veut sensibiliser, c'est déjà du temps perdu. Donc en fait, il faudrait, mais je pense, que déjà des relais d'opinion ou des gens qui sont respectés ou qui font autorité dans un monde, dans un milieu, aient été convaincus. Alors soit ça passe par plusieurs cuites, hein, dans des bars s'ils sont ouverts. Ça passe par une nouvelle petite copine, petite amie qui prend le temps de sensibiliser. Ça part par peut-être des rencontres ou des formations auxquelles cette personne relais d'opinion est allée et qui après ensuite y contamine les autres. Voilà, mais il faut viser les relais. Il faut viser les relais d'opinion, à mon avis. Donc en fait, le truc, c'est que il faut le faire partout. Il faut le faire partout et d'abord les codes. Enfin, surtout les codes. Si on n'a pas les codes, on a beau avoir raison, eh bien, on n'est pas écouté. Déjà que ça ne fait pas plaisir à entendre. Donc en fait, il faut quand même passer par chez Hanouna. Il faudra passer par chez Hanouna. Et sinon, aussi. Sur le terrain, il n'y a pas moyen
de s'appuyer sur les premières communes qui ont entrepris Bien quelque sûr, chose, bien sûr. et puis à partir de là, faire en sorte qu'elles puissent faire même, pourquoi pas, une sorte de palmarès des villes des communes les plus résilientes au niveau alimentaire. Bref, une sorte de concours qui pourrait être communiqué large auprès de la presse en disant, ben voilà, cette ville-là, elle peut durer peut-être 6 mois de l'année sur ses stocks et sur sa production locale. Alors, Telle autre, voilà, tu non, vois. mais pour moi, c'est évident, mais d'abord, en fait, ce serait plutôt d'abord des lieux où c'est justement relais d'opinion influents hein, que je citais. C'est une fois que ces relais d'opinion influents ont réussi à convaincre leurs ouailles ou leurs copains, une fois qu'ils sont convaincus, on les amène dans ces lieux-là. Ouais. Ces lieux sont super importants, mais pas forcément pour convertir de loin les masses. À mon avis, c'est l'étape, c'est le second coup de lame, quoi. Faut faire tremper les haricots hein, pour faire un bon cassoulet, pour que le temps de cuisson soit le moins long possible. Mais c'est les relais d'opinion, les gens qui sont respectés par d'autres. Et souvent aussi, j'étais là dans une ferme dans le Gers, je donnais une visio là, vendredi dernier. Là, il y avait un père qui a toujours fait des céréales, tout ça en conventionnel, en chimique. Et il est en train, enfin, il a converti à peu près un tiers de son exploitation agricole en bio et son fils s'est installé et son fils transforme les productions en huile qui après il les vend. Et en fait, là, l'un contamine l'autre, l'un respecte l'autre. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité faire cette visioconférence pour parler de sécurité et d'agriculture urbaine depuis une ferme, depuis la campagne, justement, pour bien faire passer le message depuis le lieu où il y aura besoin de bras. Et où c'est que sont les viviers de ces bras? Ils sont pour l'instant dans les villes. Ils sont pour l'instant en train d'occuper des métiers qui sont virtuellement morts. Souvent l'automobile, des publicitaires, du monde de la publicité, du marketing ou de l'automobile ou l'aéronautique. Ou des gens qui ont d'autres métiers, mais qui sont très loin de la réalité physique et technique de l'activité d'agriculteur, mais qui ont besoin d'un sas de dépucelage. Et pour moi, l'agriculture urbaine peut répondre également à ça, au-delà de faire baisser de quelques degrés les températures là où elle se tient. Tu penses que Et de l'agriculture détendre urbaine, les gens et tout ça. Je pense c'est-à-dire que que c'est le sas idéal pour dégrossir les candidats à l'installation pour aller après occuper des métiers en tant qu'agricole, en tant que salarié ou en tant qu'exploitant à titre individuel pour après. j'avais une question aussi, Stéphane. Est-ce qu'il existe une cartographie, un mapping, un recensement des différents acteurs contributeurs de la résilience alimentaire? Est-ce que quelqu'un a fait cet exercice d'identification des acteurs de différentes natures qui travaillent d'une façon ou d'une autre ou qui contribuent à ce sujet? Est-ce que c'est un exercice que tu as fait? Est-ce que quelqu'un l'a fait? Alors, je ne l'ai pas fait, mais plein de personnes, si, bon, je l'avais fait, moi, quand j'avais fait mon expérience de locavore, j'avais cartographié quelques trucs, mais ça fait des années que, par exemple, le réseau des AMAP a disposé un peu les associations là où elles se trouvent. Il y a le Terre de Liens également, qui est un outil qui est sympa, l'outil Parcelle, c'est très pédagogique, hein, il est très très bon. Il y a également les ruches qui disent oui, la carte aussi des projets alimentaires territoriaux. Voilà, il y a les ADR, le réseau des ADR. Il y a énormément de structures qui, depuis des années, œuvrent et font du concret pour déjà fabriquer l'autonomie alimentaire de chaque territoire là où elle se trouve. Donc, il y a déjà des réseaux qui existent, mais ils demandent à être renforcés.
Et ces gens-là, ils sont connectés de façon complètement informelle et désordonnée, ou est-ce qu'il y a des lieux, des événements, des colloques qui leur permettent de se renforcer en s'identifiant mieux et en collaborant mieux? Oui, mais Pas il y en l'impression. a. Ouais. Il y a le réseau des CIVAM aussi. Régulièrement, en fait, hein, ça fait quand même longtemps que, du moins les réseaux, ceux qui ont des salariés ou autres, hein, des militants, tout ça, ils connaissent leurs semblables, on va dire. Mm. Ils se connaissent. Par contre, ouais, c'est aussi un peu désespérant quelque part. C'est que même avec Internet, même avec tout ça, il y en a pendant le confinement, ils ont dit, ben, je ne savais pas qu'à 2 kilomètres de chez moi, ou même pas, il y avait un maraîcher ou autre, quoi. Mm. Voilà. Donc, on a tous les outils maintenant, on peut savoir tout ce qui se passe, mais en fait, c'est une question de volonté. Mais je pense et je suis sûr qu'à partir du moment où le prisme des risques sera monté au cerveau, là, ça va aller très vite, hein. Mm. Là, ça va aller très vite, hein. Ouais. Toi, ta conviction finalement, c'est que la clé d'entrée, ou en tous les cas le levier qui va permettre de débloquer, ça sera l'approche par le risque. Finalement, Ben c'est oui, ça. ben, comme ça a toujours existé. Ça a Mm. toujours été le plus vieux sujet du monde. On passait peut-être plus de 90% de notre temps à chercher ou produire de la nourriture et à la sécuriser et compagnie. Et après, quand on dormait, on pensait qu'à ça. Mm. Cro-Magnon fait nos ancêtres et compagnie, ils dessinaient pas une PS4 hein, dans les grottes, ils dessinaient des bisons. Donc bon, enfin voilà quoi, la Non, peur de manquer, de la faim et tout ça, je veux dire, c'est la recherche de l'énergie alimentaire, on vit pour ça quoi. mm. Et ça, on l'a oublié. On l'a oublié, mais nos besoins physiologiques, eux, n'ont pas bougé. Et Non, on a à les satisfaire. l'abondance anesthésie, c'est sûr. Oui, oui. Elle a anesthésié donc nos consciences, mais elle a également aussi avec ça, elle a détricoté et déménagé nos territoires. C'est ça le truc. Mm. Donc du coup, une grosse vulnérabilité pendant le Covid, c'était justement les transports. C'est-à-dire que, en fait, comme on dépend des transports pour nous amener la nourriture qu'on ne produit plus là où on est, une défaillance sur les transports, on était mal, on se battait. Mais justement, c'est aussi grâce au maintien de ces transports qu'on ne s'est pas tapé dessus. Donc en fait, il ne faut pas, on va dire, mettre sur le piédestal non plus la logistique qui nous a sauvés, c'est vrai. Mm. Mais c'est justement parce qu'il est permis, grâce à cette énergie magique que l'on ne paye quasiment pas, c'est-à-dire le pétrole, c'est justement parce qu'il y a de la logistique gratuite quasiment que on s'est désorganisé et qu'on s'est complètement spécialisé et qu'on s'est dessaisi. Mm. C'est voilà, ça. Alors après, il y a le régime alimentaire aussi, hein. On parle de la production, mais si on ne le met pas en face du régime alimentaire, on tape à côté, on ne dit pas l'essentiel. C'est-à-dire que lorsque l'on dit oui, mais bon, ce ne sera jamais possible de nourrir tout le monde par rapport aux besoins, non, surconsommer de la viande, c'est évident qu'il n'y aura pas assez de la France. Par contre, en ayant un régime alimentaire omnivore équilibré, c'est-à-dire sans manger de la viande autant que ce qu'on mange, en mangeant moins mais mieux et local, ben là, du coup, on aura moins besoin d'espace, moins de surface pour produire notre alimentation. Et on aura sûrement moins besoin de cultiver des céréales et autres en mode intensif pour aller nourrir des animaux qu'on va ensuite manger. Mm. Donc, c'est ça aussi, hein, on mange la planète, là, hein, on mange la planète et on s'insécurise par notre bouche aussi. Donc, le régime alimentaire est à
articulé, mais complètement, avec des plans de relocalisation, de reterritorialisation et de résilience alimentaire. C'est sûr. Je sais qu'il y a des biais cognitifs qui sont à l'œuvre en la matière, parce que quand on s'intéresse au sujet, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une multiplication des initiatives en la matière, non? Enfin, quand même l'impression qu'il y a des projets de permaculture, Oui. d'AMAP. Enfin, ça va quand même très vite et ça se développe quand même assez vite. Alors, j'ai quand même le sentiment qu'au bout du compte, ça pèse toujours pas grand-chose dans ce qu'on produit et dans ce qu'on mange, mais il y a quand même une accélération assez sensible des initiatives. Mais oui, là, mais passer de 1 à 2, c'est augmenter de 100%, quoi. On part de tellement peu et ça concerne tellement une partie infime de ce que l'on consomme que oui, on a l'impression que là aussi, il y a un biais, il y a un effet bulle. Hein. On est aussi dans notre monde. Hein. Mais voilà, il suffit d'après de voir ce qu'il y a eu. Ben voilà, hein, il y a eu la PS4 à 99 € la semaine dernière, émeute, quoi, de The Lidl. La première sortie qu'il y a eu, ça a été pour aller à McDo. Donc, il y a eu une prise de conscience, mais la majorité des réflexes sont revenus. Parce qu'il y a qu'à discuter avec les maraîchers ou autres qui ont vu leur demande augmenter de je ne sais pas combien pendant le Covid. Et une fois déconfinés, des nouveaux, il n'y en a plus eu trop. Hein. Donc, il faut garder ce qu'il y a eu de quelque part d'utile par rapport à de cet épisode, de ce premier épisode de Covid, c'est qu'il y a eu une certaine prise de conscience dans des administrations et chez certains élus et dans certaines entreprises. Ça, oui. Et donc, faut construire sur ça. Est-ce que dans les propositions de la Convention citoyenne, il y a à ta connaissance, il y a un certain nombre de mesures qui sont de nature à modifier un peu la donne en matière de résilience alimentaire? Alors, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de toutes les lire là. J'ai pas eu le temps. Donc, si, j'ai entendu par rapport à du local et du bio, à des cantines, tout ça. Mais je les ai pas épluchées toutes pour pouvoir vous répondre. Il y a une expérience qui est très intéressante en Île-de-France, ça s'appelle la ferme de l'Envol, à Brétigny-sur-Orge. Ouais, dans l'Essonne. Ouais. C'est une ancienne base aérienne qui a été attribuée de l'État à la collectivité, donc à l'intercommunalité, donc avec, je crois, 250 hectares de terre, dont 80 hectares qui vont être dédiés à un projet d'ensemble, production, transformation, vente en circuit court, et que ce prototype va être utilisé par le département de l'Essonne pour créer 100 fermes équivalentes. Et donc, de tout ce que j'ai vu en Île-de-France, c'est l'exemple. À la fois, le prototype est en cours de construction, donc ce n'est pas juste une belle idée ou un rapport, un yaka faucon. Là c'est en cours d'incarnation. Et en même temps, le département, ce qui est intéressant, c'est que les départements s'inspirent de la mécanique en cours sur cette base aérienne pour commencer à réfléchir aux conditions de la duplication du modèle sur une centaine de fermes. Voilà. Symboliquement, c'est intéressant. En fait, c'est sur une base aérienne, c'est atterrir et revenir sur Terre. C'est pas mal. C'est intéressant comme analogie. Symbolique. Ouais. Donc, ferme de l'Envol. Ferme de l'Envol. Ouais, c'est. Et c'est porté par le réseau Ferme d'Avenir. Oui, ouais, c'est bien. Mais c'est l'illustration du besoin qu'il y a et qu'il va surtout y avoir en termes de main-d'œuvre et de producteurs. Hein. Il va falloir revenir dans les champs. Hein. Oui, tout à fait. Mais ce qui est bien dans cet exemple, c'est que ce que tu dis là, en termes de formation, trouver des bras, retransmettre en fait des pratiques que l'on a oubliées, dans l'ensemble, il y a aussi un centre de formation et un recrutement local. Ouais. Oui, tout simplement parce que
on ne reprend plus la ferme de ses parents quasiment. Il y a une installation sur deux à peu près maintenant. Ce sont des nouveaux arrivants, hein, enfin, je veux dire des personnes non issues du milieu agricole. Donc du coup, il n'y a pas ce bouillon de culture familiale qui fait que lorsqu'on voit les parents travailler et même participer, eh bien, on apprend à s'en rendre compte. Ça, il y a plus ce bain-là. Donc du coup, ils sont obligés d'aller à l'école pour apprendre, hein. C'est normal. Ouais. On n'est plus chasseur, on n'est plus cueilleur, on n'est plus agriculteur et on ne vit plus chez des agriculteurs. Donc du coup, il faut On est apprendre. juste consommateur. Ah ouais, non, mais le stade ultime de, de la perfusion et de l'inconscient, du confort, mais de la vulnérabilité aussi, quoi. Mmh. Bien. Ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble, hein. Ah, j'avais pas réalisé. Ouais, ouais. Je ne sais pas s'il y a peut-être des dernières questions avant qu'on clôture, et puis que peut-être ou des demandes particulières. Je ne sais pas, comme on est peu nombreux, on peut. Je sais c'est Nicolas, je crois que tu n'as pas eu le temps, comme je te tutoie directement, mais comme tu n'as pas eu le temps de te présenter, tu es arrivé en cours de route, je crois. Oui, je suis arrivé un peu après, oui, effectivement. Peut-être tu peux nous dire où Pris. tu es et en quoi le sujet t'intéresse ou ton activité. Alors, mon activité est assez éloignée. Je bosse dans l'informatique à mon compte. Par contre, j'ai toujours eu un intérêt de suffisance ou de réflexion, en tout cas, sur de comment on gère en fait nos ressources et de quelle manière en fait on veut les approcher. Et du coup, on a parlé avec. En fait, je connais Emmanuel en fait dans la petite équipe là. Et avec Emmanuel, en fait, on a un peu échangé, beaucoup échangé en fait sur ces aspects en fait de résilience, sur les aspects de quels sont les risques, les problèmes en fait dont on parle là depuis 2 heures. Maintenant, je me dirige plus dans, alors c'est peut-être ma façon de penser toujours, de travailler en projet ou en poser les choses. Pour moi, c'est l'expérience en fait qui va faire les éléments. Donc, c'est les exemples tels que dont on parlait à De Bretigny, sont des choses qui sont concrètes, qui permettent d'avancer et qui permettent de faire passer l'idée en quelque chose de construit. Donc, poser des réflexions autour de ça, c'est une chose. Maintenant, c'est comment on peut porter les jalons et quelles sont les prochaines étapes qu'on peut porter, transmettre en fait à nous en fait, parce que le fait qu'on se dit il y a un risque, c'est imminent, c'est une chose. Il y a aussi l'aspect éducation, nos enfants, comment les éduquer autour de ça pour ne plus avoir ce loupé de pur consumérisme en fait. Donc c'est ces axes-là qui m'intéressent et sur lesquels je viens apporter ma force et une vision. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses et ce que j'ai retenu en fait de Stéphane, c'est finalement qu'il y a quand même une prise de conscience d'un point de vue politique et des actions qui commencent à se poser, même si elles sont assez éloignées, qu'elles sont dans les starting blocks ou pas. Maintenant, quelles sont ces étapes-là en fait qui permettraient d'avancer, de pousser. Alors justement, je sais que les personnes de l'association Résilier, là, ils ont travaillé toute la semaine dernière, je crois, sur un hackathon pour développer une plateforme. Peut-être vous pouvez nous en parler en 2 mots, non? Cette plateforme sur la résilience alimentaire. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a lancé un hackathon parce que l'idée, donc, au sein du collectif Résilier, c'était de créer une plateforme donc, qui se
qui est numérique en fait, hein. Mais l'idée, c'est vraiment une plateforme qui permette dans les régions de s'approprier la question de la résilience alimentaire et de fournir un certain nombre de fonctionnalités, c'est-à-dire effectivement cartographie des acteurs, de créer des parcours, c'est-à-dire un élu ou un citoyen ou un agent territorial qui viendrait sur cette plateforme trouverait du contenu en fait, qui lui est plus directement associé. Et donc, c'est une démarche où on est plusieurs partenaires et en fait, c'est une plateforme qui sera un commun numérique. Donc, il n'y a pas d'appropriation. Donc, on travaille avec les greniers d'abondance, avec la mine, Ethica Mundo et d'autres partenaires à venir. Et l'idée est aussi en fait de fournir une veille collaborative sur la résilience alimentaire, que les personnes s'approprient par contre la question de ce que deviendront leurs territoires, donc leur donner des ressources sur l'adaptation au changement climatique, le devenir des cultures avec justement on va dire les nouveaux risques un peu de l'anthropocène, la gestion intégrée de l'eau, etc. Et on se base donc pas mal sur les voies de résilience identifiées par les greniers d'abondance. Et voilà. Et l'idée, c'est de mutualiser un petit peu ce que font plusieurs personnes au niveau de la résilience alimentaire et d'être un peu plus forts ensemble. Et un guide d'action, voilà. Et donc, je rebondis un peu aussi sur ce qui aurait été dit tout à l'heure. La dialectique, c'est un peu le qualitatif des bonnes pratiques, décortiquer, montrer comment justement on a réussi à mettre en œuvre ici un PAT, là une régie agricole, des zones tests, comment on fait un chantier écologique massif, un petit peu toutes ces choses-là, comment on réutilise des éléments d'un diagnostic, d'un plan territorial pour adresser l'alimentation, donc ça serait plutôt pour les agents et les élus, un peu documenter ça, et puis après essayer de voir ce qui peut être réplicable et donner cette information de manière la plus ciblée possible par aire géographique, par service dans lequel l'agent est, par type de plan, voilà, des fois dans les plans climat, il y a des éléments de diagnostic qui peuvent servir à d'autres choses. Et puis un petit focus aussi effectivement sur les risques, comme je disais, les risques qu'ils soient directement liés à l'alimentation, donc ou pas, effectivement, ça peut être un peu plus indirect. Et puis donner à la possibilité, vu que c'est évolutif, hein, la plateforme, les contributeurs pourront s'inscrire tout au long de la vie de la plateforme, apporter leur propre contribution et puis voilà, faire des retours d'expérience, exactement. Et puis nous, on ajoutera des outils, des fonctionnalités, des données. Donc l'idée, c'est que ça soit toujours un peu interopérable pour que chaque collectif qui se penche dessus puisse apporter quelque chose et en profiter aussi. Et voilà, Stéphane citait l'outil Parcelle, il y a l'outil Cratère aussi qui va sortir cette semaine des greniers d'abondance pour essayer d'évaluer un peu l'autonomie alimentaire possible d'une ville. Donc c'est plutôt un guichet plutôt qu'une centralisation. Et puis avec une communauté, donc nous on a déjà en fait une communauté un peu plus large avec Résiliere où on adresse un peu on essaye en tout cas au niveau de la résilience globale. Donc là, on va avoir effectivement alimentaire, écologique, urbaine, économique, quels sont les nouveaux risques, effectivement, quelle gravité, quel impact dans les territoires. C'est souvent un sujet qui n'est pas forcément abordé. Quelle chaîne de décision et de responsabilité? Ouais, mais dis-le. Ouais, ok. Voilà, donc on a cette communauté et en fait, là, on va continuer à aller voir un petit peu les collectivités, les maires, pour voir ce dont ils ont besoin en termes de ressources, en termes d'exemples concrets, en termes d'accompagnement. Nous, on a le protocole, justement, Atterrir, pour faire très synthétique, c'est plusieurs modules et en fait, les collectivités prennent celui qui leur semble le plus judicieux à ce moment-là, selon leurs besoins, leurs moyens. Donc ça part d'un diagnostic un peu global, et là on peut mobiliser différents outils comme la fresque climat, fresque biodiversité, ce genre d'outils-là. Un diagnostic plus local, donc là avec évidemment on va dire à la fois les experts territoriaux et puis les citoyens, les agents aussi, et un exercice de prospective collective, donc on se baserait en partie parce qu'il y a plusieurs méthodes et il y a des gros challenges là-dessus. Mais par exemple, ce qu'avait fait Adrien Biassin à Mulhouse, des ateliers de prospective collective pour mettre ensemble les personnes et différents acteurs, en tout cas, pour se demander un petit peu ce qui peut arriver dans ce territoire et pour aboutir sur une stratégie, on va dire, de résilience, un design de mesures de résilience les plus adaptés au territoire, donc qui auront normalement la spécificité, puisque voilà, chez certains ça va être sécheresse, des inondations plus fortes, d'autres ça va être effectivement, comme à Dompierre, le risque
de rupture d'approvisionnement alimentaire, le volet pandémie qui va être plus ou moins développé ou pas dans certaines communes. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près synthétisé. Voilà. Et la plateforme, donc c'est un de nos projets. C'est pas le seul, mais c'est un des projets qui a émané de Résiliere. Et Donc, voilà. la plateforme sera prête quand? Alors, l'idée, c'est que ça soit prêt le 15 juillet. Donc après, vu que c'est, on va dire, évolutif et contributif, on aura forcément les briques fondamentales, on va dire, qui seront mises en place. Et puis après, l'idée, ça sera de faire contribuer les personnes qui seront intéressées. Mais c'est vrai que le fait d'avoir les greniers, la mine, nous qui avons déjà cette documentation et on va dire cette culture déjà autour de l'alimentation, ça aide à aller plus vite en tout cas pour poser les bases. Et puis lorsqu'on fera des interviews de différents acteurs type voilà, justement maires, agents territoriaux ou même citoyens qui œuvrent dans des collectifs, une fois qu'on aura ces remontées-là, ça nous permet aussi d'affiner ce qui sera mis à disposition. Donc j'imagine que pendant peut-être encore quelques mois, le contenu devrait être amendé. Et puis après, l'idée, c'est que ça roule tout seul. Et aussi, on a à cœur que les personnes auto-apprennent, entre guillemets. Par exemple, pour donner un exemple concret, sur la veille, nous, on va contribuer à cette veille collaborative, mais l'idée, c'est aussi de dire aux personnes, voilà comment vous pouvez chercher très concrètement les équations de recherche, les bases de données, comment vous pouvez rechercher de l'info pour, on va dire, un peu granulariser, je ne sais pas si ça se dit, ou en tout cas préciser les problématiques dont on parle, qui sont des fois un peu plus globales, les préciser au niveau territorial. Voilà. Donc 15 juillet pour la réponse. Super. Tenez, on peut s'abonner sur votre site, non? Oui, alors oui, tout à fait. Alors pour avoir des infos sur Résiliere, nous on a une page, Résiliere par exemple sur Facebook, on est en train de monter un site aussi. Et pour avoir des infos plus particulièrement sur cette plateforme, effectivement, on communique, à chaque fois on crée un événement, surtout pour le lundi, parce que le lundi 14h, c'est là qu'on accueille les personnes qui voudraient prendre le projet en cours de route, c'est prévu. Donc je communique là-dessus, donc Résiliere, où moi, Salwa Ludivine Namdouni Boursier, je relais aussi ces événements-là. Donc n'hésitez pas, puis sinon on peut donner notre mail, et effectivement, on est à Joigny. Ah, j'avais pas vu, excusez-moi, j'avais pas encore vu les questions. Oui, bien sûr, donc pour Sonia, avec grand plaisir. Donc c'est Salwa Ludivine Namdouni Boursier et Sullivan Evrard. Donc on va mettre notre mail, je pense, ça va être plus simple. Et puis Joigny, voilà. Donc pour Emmanuel Flatté, c'est ça, effectivement, avec Laure Noila, Isabelle, des personnes qui essayent d'impulser à une échelle un peu collective en lien avec la municipalité. On a dû se croiser chez Laure, du coup. Voilà. Ah bon, d'accord. Bon, alors Flatté, Emmanuel Flatté. Bon, elle était un peu facile. C'est la première et puis fois, aussi sur le dispositif. Ah d'accord, ok. Et je finis là-dessus, on accompagne aussi la collectivité, donc Joigny, qui est notre territoire pilote officiellement, sur la révision du plan communal de sauvegarde, la création d'un document d'information communale sur les risques majeurs, l'élargissement qui intégrerait les questions d'alimentation, et puis la mise en place d'une réserve communale de sécurité civile, parce que pendant le Covid, on a vu une forte mobilisation des citoyens, mais de manière spontanée. Donc, ça pose après des questions parce qu'il faut organiser ça dans l'urgence. Donc, il y a plein de, il y a plein de freins et puis même de ratés, parce que Yannick Prost de la réserve civique nous disait qu'à un moment donné, il avait plus de 20 000 bénévoles, mais à qui il n'avait pas affecté de mission, parce que c'était un système de plateforme nationale qui prenait en note les missions et qui redistribuait dans les territoires. Donc il y a vraiment eu des couacs. Et la réserve communale de sécurité civile, ça permet en fait dans le temps et dans le territoire d'ancrer une culture du risque, et surtout d'avoir on va dire un réservoir, même si le mot n'est pas joli du tout, de citoyens qui deviennent en fait des collaborateurs occasionnels du service public et qui travaillent avec la mairie, les services de secours
Et puis tous les organismes susceptibles d'être concernés. Ça peut être l'ONF pour les risques de départ d'incendie, ça peut être la Croix-Rouge par exemple pour l'approvisionnement ou en tout cas le ravitaillement des personnes vulnérables en période de pandémie, de confinement, des choses comme ça. Donc voilà, nous, ça nous paraît un dispositif intéressant qui peut lui-même d'ailleurs, puisqu'il peut définir ses propres missions, bien sûr en articulation avec la mairie et les secours, se définir des missions un peu exploratoires, de se dire quels autres risques on n'aurait pas pris en compte, donc, et puis de faire un peu de la prospective, de la veille, voilà. C'est un peu une implication citoyenne possible dans le domaine des risques et donc indispensable aussi à la culture du risque. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez d'autres points ou un mot de conclusion, Thierry, Stéphane. La question que j'avais, c'est finalement quelles sont aujourd'hui hormis les interactions one-to-one qu'on peut avoir avec les uns les autres, mais est-ce qu'il va exister d'une façon ou d'une autre des occasions, un cercle pour pouvoir continuer à échanger sur ces sujets dans le futur, ou est-ce qu'on était plutôt sur un événement isolé et qui n'a pas forcément vocation à avoir une suite? Alors, en fait, merci de la question parce que pourquoi pas créer une suite, mais je ne veux pas que ça dépende de moi, en tout cas, ça c'est clair. Donc, s'il y en a un qui a envie de réunir, moi, la session, elle est enregistrée. Donc, vos mails respectifs, moi, je les ai, donc je peux vous les aurez, puisque je vous enverrai l'enregistrement à tous. Après, c'est bienvenu pour toutes les initiatives, hein, mais en tout cas, moi, mon champ d'action, il est plutôt sur les émergences au sens large du terme. Donc, je m'intéresse aussi bien à l'éducation qu'à la résilience, qu'à les technos, la philo, tout à la fois. Donc, c'est pas moi qui vais initier ce cercle, mais par contre, j'aurais plaisir à y participer, s'il se crée. En tout cas, moi, je peux faire une proposition. Comme tu l'as dit, Marc, en introduction, on a, au-delà de ce sujet d'intérêt pour moi, on a créé 2 tiers-lieux à Paris, enfin un à Paris et un à Saint-Cloud, la Villa et la Maison des Créateurs. On va très certainement organiser un groupe de travail sur le sujet parce que ça fait 2-3 ans qu'on voulait organiser avec des partenaires un hackathon et mobiliser des collectivités que je connais sur le sujet pour voilà, au-delà d'échanges d'informations, de créer les conditions du changement d'échelle. Donc ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant parce que la parenthèse sanitaire a bloqué un peu toutes les initiatives. Et c'est aussi pour ça qu'avec Marc, on avait décidé de reprendre un peu le flambeau et de faire cette conférence en ligne. Mais si il y a parmi ceux qui ont été présents ce soir certains qui habitent en Île-de-France et qui seraient éventuellement disponibles et intéressés, qu'ils transmettent leur mail et j'organiserai une réunion physique pour mieux se connaître et échanger sur le sujet. Voilà. Okay, moi, je te confirme mon intérêt sur Paris. Okay. En tous les cas. Ok, très bien. Et je t'envoie en message privé mon. Okay. Idem. Alors, on est entre Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud et Chatou, on est dans le 92 déjà. Chatou, c'est des Yvelines, mais c'est pas bien loin. Juste pour information, parce que j'ai oublié, parce que c'est les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-Seine, il y a 2 ans, je les avais sollicités pour organiser un hackathon sur le sujet en utilisant le levier de la commande publique. Et je ne les ai pas relancés, mais en fait, ils étaient prêts à organiser, comme ils sont en train de se rapprocher département des Yvelines et département des Hauts-de-Seine. En tout cas, le sujet pour ce département-là je les ai vus 3-4 fois sur le sujet, mais à un niveau de direction. Donc, je n'ai pas forcément relancé, mais comme on est tous les 3 concernés par le département des Hauts-de-Seine, ça pourrait être l'occasion de repartir sur ce que je leur avais proposé, l'affiner, le fortifier et de revenir peut-être leur proposer quelque chose. Okay. Voilà.
Et puis pourquoi pas s'inspirer de ce qui se passe à Joigny, voilà, et créer des ponts. Tout à fait. Parce que souvent les élus, ils peuvent aussi réagir favorablement quand on leur donne un exemple réussi, même si ce n'est pas forcément dans la même région, mais qui montre que des élus ou des collectivités ont fait des initiatives qui ont marché et qui ont une valeur ajoutée qui pourrait être intéressante pour eux de récupérer sur leur territoire. Donc tous les exemples réussis sont bons à prendre pour faire bouger les lignes. Superbe. Ben, en tout cas, merci à tous, Stéphane, Thierry et tous qui êtes là encore. Donc, comme je vous l'ai dit, la session elle est enregistrée. Je vous envoie un mail après, d'ici quelques jours, de synthèse avec les mails de tous ceux qui étaient non seulement présents, mais aussi les inscrits. Parce on était 30 inscrits quand même. Donc, il y a eu pas mal de défections. C'est peut-être la chaleur, je ne sais pas. Bon, peu importe. L'horaire tardif, peut-être. Ouais. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me touche à titre perso parce que je vais bientôt visiter le projet qui s'appelle Terra dans le sud-ouest, donc proche d'Agen. Et il n'est pas impossible que j'aille même vivre là-bas. Donc, je préfigure peut-être l'exode qui va se passer des villes vers les campagnes, avec la volonté de m'impliquer dans ce projet qui est super intéressant. Alors, dans le même ordre d'idée, c'est suite au confinement, ma compagne et moi et un autre couple, on a décidé d'acheter une maison dans les Landes avec 8000 mètres carrés de terrain. Et on est tous les quatre à avoir suivi des cours de permaculture. Donc, le côté autonomie alimentaire est un sujet qu'on va appliquer sur cette maison qu'on vient d'acheter. Voilà. Ça va peut-être rassurer un petit peu Stéphane, mais… Oui, vous allez faire afflamber le prix de l'immobilier, oui, non, ça ne me rassure pas. Mais il y en a beaucoup comme ça qui veulent partir des grandes villes. Ouais. C'est clair. Nous, on s'est installé aussi dans Lyon, comme nos amis de Joigny, et pareil, avec quelques projets autour de la permaculture. Bon, merci à Marc d'avoir rendu possible cette conférence. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, donc rendez-vous dans les Hauts-de-Seine ou Paris pour continuer la réflexion sur le sujet en Île-de-France. Ça marche. Bien, parfait. Ça marche. Très bien. Un grand merci, Marc, en effet. Et puis, bon appétit à tous. Et oui, Et à Stéphane et Thierry. Tankiana. Bon appétit, Tankiana. Bon appétit. Allez, bon appétit. Salut à tous. Salut. Bye. Bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.